pense qu'on est venu dans cet ancien cinéma, l'Eldorado. Vous voyez qu'il est dans une apparence un peu, comment dire, originale, et c'est aussi l'occasion de faire revivre ce lieu. Julien Egenberger, le président de la Maison du Peuple, nous a dit tout à l'heure qu'avant nous ici, il y avait une Gandhi qui avait notamment fait une conférence. Ça intimide un petit peu quand même. Et puis, je voudrais vous saluer toutes et tous. Il y a dans la salle beaucoup de syndicalistes que j'ai reconnus, des gens du public, des élus, des candidats aux élections, de partis différents, que ce soit du PS, du POP, de Solidarité, peut-être un de Vert aussi. Donc, je vous salue toutes et tous. Merci beaucoup de votre présence. On est très honorés de recevoir Sophie Binet ici. Elle est venue dans l'après-midi. On a commencé par une petite interview dans 24 heures à la Tribune de Genève, qui partira demain. Ensuite, on a eu l'occasion avec quelques syndicalistes d'échanger avec elle. Il y avait avec moi Vania Aleva, présidente d'UNIA et vice-présidente de l'USS, qui est là. Et on avait rencontré Sophie au congrès de la Confédération européenne des syndicats à Berlin. Et c'est là qu'on a lancé cette invitation et que Sophie a vraiment très gentiment tout de suite accepté. Et elle a honoré cette promesse, qui est aussi un signe d'une syndicaliste de parole. C'est quand même très précieux. Et puis je voudrais surtout, je ne vais pas être très long en entrée d'introduction, je voudrais surtout dire ici à Sophie Binet que je crois que tout le mouvement de lutte contre la réforme des retraites en France a été très suivi chez nous. On a vraiment vibré avec vous. Il y a même des équipes qui sont parties. Hein. Blaise est parti lui-même manifester à Paris avec des équipes de Valaisan. Et puis d'autres aussi, je crois, il y avait aussi les Vaudois. Donc ça a vraiment été un mouvement il faut que vous sachiez que, je pense bien au-delà des frontières françaises et en Suisse, on a vraiment été de tout cœur avec vous. Et on voyait bien que dans cette affaire, il se passait beaucoup plus qu'une réforme antisociale. Il s'agissait aussi un peu de démocratie. Et ce qui se passe maintenant dans le monde, c'est que les démocraties sont en train d'affaiblir le socle de sécurité sociale, de reconnaissance du travail, qui quand même leur donnait une partie de leur légitimité. Et à force d'agresser le monde du travail, à force de le précariser, de le rendre toujours plus fragile et de mettre en cause ses droits et ses conquêtes, eh bien les démocraties sont en train de se fragiliser elles-mêmes et auront bientôt de moins en moins d'arguments à opposer au pouvoir autoritaire. Donc cette bataille, ce n'était pas seulement une bataille pour le monde du travail en France, mais c'était aussi un peu une bataille pour la démocratie, pour l'idée de la démocratie. Et je crois que c'est vraiment à ce titre-là qu'on a vraiment espéré votre victoire. Malheureusement, elle n'a pas eu lieu parce qu'on est face à un pouvoir qui, au fond, commence à se ficher même de plus avoir beaucoup d'adhésion de sa population. Mais l'espoir qui est né, il ne meurt pas. Et surtout, c'est vraiment pour nous la preuve que la résistance populaire, la résistance sociale n'est pas près de s'éteindre. Et ce qui s'est passé, au contraire, j'en suis convaincu, l'alimenter encore davantage. Voilà, donc c'était ça le message principal qu'on voulait t'adresser ce soir. Et puis surtout, on est là pour t'écouter, pour parler un peu de la France. Pour les Suisses romans, la France, c'est toujours une référence, parfois critique, mais souvent quand même avec beaucoup d'attention et de soutien et de passion pour ce pays. Donc on est très heureux de t'accueillir et de t'entendre sur ce que le mouvement syndical a face à lui en France comme enjeu. Et puis évidemment, on sera aussi à disposition pour des questions, des échanges à la fin. Merci beaucoup pour ta présence et je te passe la parole. Bonsoir à toutes et tous, merci pour l'invitation. J'ai tout de suite accepté effectivement parce que en fait c'est important quand on est syndicaliste, évidemment on est foncièrement internationaliste parce qu'on sait que nos luttes elles se gagnent au niveau mondial. Mais aussi que face à nous, la stratégie du capital de nous imposer des reculs, c'est toujours de prendre prétexte de ce qui se passe à côté. Et donc on a discuté tout à l'heure avec les dirigeants de l'Union syndicale suisse, et c'était très intéressant notre échange, parce qu'en France, on nous a quand même vendu la réforme des retraites en nous disant qu'en France, on était un des pays les plus favorisés en matière de retraite, tous les autres Européens travaillaient plus, donc il fallait bien que nous, ces flemmards de Français, travaillent un peu plus. Et en fait, en France, nous, l'âge du taux plein, c'est 67 ans, alors que vous, c'est
c'était 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes, maintenant malheureusement 65 ans pour tout le monde, mais donc on voit qu'en fait les Français ne sont pas si favorisés que ça, puisque l'âge du taux plein il est après vous en fait. Et de la même manière, dans l'échange qu'on a eu tout à l'heure, ça nous a aussi permis de constater que nous, l'industrie en France, elle représente à peine 10% du PIB, chez vous 20% du PIB, donc 2 fois plus, alors que les salaires en Suisse sont bien plus élevés, alors que le secteur public est encore plus développé. Vous n'avez pas libéralisé le marché de l'énergie ni le marché, ni le ferroviaire. Et donc ça, moi, je vais rentrer en France avec des arguments aussi pour dire que, pour confirmer tout ce que porte la CGT sur le fait que le problème de l'industrie, c'est pas que les salaires seraient trop élevés en France, au contraire, ils sont maintenant même plus faibles qu'en Allemagne. C'est plutôt l'absence de formation, qualification, la faiblesse de nos services publics, etc. Donc c'est vraiment important qu'on échange et qu'on se coordonne toujours plus et mieux. Et puis c'était important pour moi d'être ici parce qu'on a vu votre soutien pendant la mobilisation et ça nous a porté aussi. On s'est senti porté par ce soutien européen et mondial, notamment les courriers qu'ont adressés les parlementaires suisses au président de la République Emmanuel Macron pour protester contre la répression syndicale, et donc Thierry était signataire. Ben ça c'était important pour nous et on a eu ce type de courrier du monde entier et ça nous a montré que ça nous a aidé à tenir bon en sentant bien que c'était pas seulement la situation des salariés français mais aussi au niveau international que notre lutte était importante. Alors peut-être pour revenir sur ce qui s'est passé en France, qui je pense vu de la Suisse reste quand même assez exotique. Parce que chez vous, jamais une situation comme ce qu'on a vécu ne pourrait être possible. Parce qu'on se retrouve avec une réforme qui nous est imposée malgré une opposition majoritaire des députés, qui est imposée sans vote pour l'Assemblée nationale, qui est imposée malgré une opposition ultra majoritaire de la population, c'est 90% des salariés français qui étaient opposés. Donc si on avait un tout petit droit au référendum en France, on aurait pu bloquer la réforme. Et qui a imposé, malgré 6 mois de mobilisation, 14 voire 15 journées d'action avec plus de 3 millions de personnes dans les rues, et un pouvoir qui, malgré tout cela, passe en force. Et on est passé vraiment pas loin de la victoire. Je pense qu'il y a quelques années en France, on aurait gagné, malgré le fait qu'en France, on a une constitution très présidentialiste, et puis que dans aucun pays européen pourrait avoir une situation de ce type-là. Alors pourquoi est-ce que malgré tout, on n'a pas gagné? D'abord parce qu'en France, on a une constitution de la 5e République qui est extrêmement présidentialisée. Pourquoi? Parce que c'est une constitution qui a été mise en place suite à la guerre d'Algérie, et donc face à un risque de putsch. Il y avait eu le putsch des généraux d'extrême droite qui refusaient l'indépendance de l'Algérie, et donc la 5e République, c'est vraiment des pouvoirs extrêmement forts au président de la République. En plus, depuis ce moment-là et depuis le général de Gaulle, les pouvoirs du président de la République, ils ont encore été accrus, notamment par la pratique d'Emmanuel Macron qui renforce la présidentialisation de la 5e République, avec maintenant son gouvernement, c'est des collaborateurs, c'est des exécutants, et la Première ministre dit elle-même qu'elle est un fusible du président de la République. Deuxième élément, au-delà de la situation franco-française, c'est que ce qui s'est passé en France, c'est quand même le signe du néolibéralisme, le signe d'un basculement néolibéral où maintenant, en fait, pour le capital, pour le patronat, les gouvernements qui sont à son service, la démocratie est un problème. Et c'est pour ça que pour la suite, les batailles démocratiques, elles sont centrales. La démocratie est un problème parce que la lucidité, et on l'a vu, nous, dans cette mobilisation, la lucidité, elle n'a cessé de grandir. La lucidité, elle est toujours plus forte sur l'impasse sociale et environnementale dans laquelle nous mène cet ultralibéralisme, cette financiarisation de l'économie, du travail, etc., qui n'a plus aucun sens pour les gens. Et donc, il y a une majorité toujours plus importante de la population qui n'est pas d'accord, notamment d'un point de vue environnemental, avec cette alerte environnementale très forte. Et donc, pour passer en force leurs réformes, il ne leur reste que l'autoritarisme et la répression. Et donc, on subit en France une répression syndicale, là, et une répression plus largement sur les libertés, avec des reculs extrêmement inquiétants, des atteintes aux droits des journalistes, des atteintes évidemment aux droits syndicaux, mais aussi des attaques très fortes contre le mouvement environnemental. Maintenant, le mouvement environnemental est qualifié en France par le ministre de l'Intérieur d'éco-terroriste. C'est quand même grave de traiter le mouvement social de terroriste. Le terrorisme tue, et de nous assimiler à des terroristes. Bon, au moins, il y a un constat de vérité dedans, c'est qu'ils utilisent effectivement l'arsenal antiterroriste, toutes les lois qui progressivement ont été votées pour
soi-disant lutter contre le terrorisme. Et à l'époque, déjà, on avait été opposés, on l'avait dit, et il se passe exactement ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que cet arsenal antiterroriste est utilisé pour criminaliser le mouvement social et pour réprimer le mouvement social et permettre d'imposer des réformes en force contre la vie des populations. Et puis, le deuxième élément qui fait que la réforme elle a pu être imposée, c'est qu'en France, on est dans un contexte de tripartition de la vie politique française avec une droite, une gauche et une extrême droite. Une extrême droite qui n'a jamais été aussi élevée depuis la Seconde Guerre mondiale, qui est en situation maintenant d'accéder au pouvoir, c'est extrêmement grave, et qui est l'allié objectif d'Emmanuel Macron, puisque c'est grâce au fait que l'extrême droite est à ce niveau-là qu'Emmanuel Macron peut passer en force, parce qu'il sait que le jour où, s'il était obligé de dissoudre l'Assemblée nationale, il fait des élections, ça complique toute alternative politique possible, parce que l'extrême droite est à ce niveau-là, et donc il a une stratégie assumée, explicite, qui fait monter l'extrême droite, et qui est grave parce que de notre point de vue, on ne joue pas avec l'extrême droite, surtout vu la position qu'elle occupe aujourd'hui en France, où maintenant, jusque-là, il y avait aussi les restes de la Deuxième Guerre mondiale. On a connu, contrairement à vous, un pouvoir vichyste, des nazis qui ont occupé la France, des déportations massives, etc. Et donc ça a permis, en France comme en Allemagne, et comme d'autres pays qui se sont dénazifiés après, d'avoir comment dire, une muraille de Chine et un verrou face à l'extrême droite. Ces verrous sont en train de sauter un à un avec la complicité d'Emmanuel Macron et la complicité d'une partie du capital, puisque en France, l'extrême droite est soutenue par des grands patrons comme Vincent Bolloré, que vous connaissez peut-être jusqu'en Suisse, et qui est en train de lancer une organisation de reprise des principaux médias français. Donc il a pris déjà CNews et Europe 1. Et là, il vient, juste avant l'été, de racheter le JDD. Donc c'est un hebdomadaire qui sort le dimanche, le journal du dimanche. Donc c'est le premier quotidien national qui maintenant va être ouvertement d'extrême droite. Les journalistes ont fait une grève héroïque pendant 6 semaines. Pour la première fois, c'était pas particulièrement un journal de gauche. Auparavant, c'était un autre milliardaire qui était propriétaire. Donc voilà. Et donc c'était la première fois qu'il y avait une grève de cette nature. Et de toute manière, on savait l'issue si le gouvernement n'intervenait pas. Et donc au final, tous les journalistes sont partis. Il en reste 2. Il y a 80 journalistes sont partis. Il reste 2 journalistes. Donc il a décapité sa rédaction. Mais il reprend le contrôle de ce média et il installe une rédaction d'extrême droite avec maintenant un journal quotidien qui est d'extrême droite. Et donc on a progressivement toutes les digues qui sont en train de sauter. Et c'est pour cette raison-là, en fait c'est cette raison-là qui nous rend peut-être le plus en colère face au passage en force d'Emmanuel Macron. C'est qu'avec son passage en force sur les retraites face à nous, en fait, c'est un levier de plus pour l'extrême droite. Parce qu'aujourd'hui, l'extrême droite, elle progresse sur le fait qu'il n'y a pas d'alternative, qu'il n'y aurait pas d'alternative à part eux, et que la seule chose qu'on n'aurait pas essayé, c'est l'extrême droite. Et donc, là, avec l'échec, en conduisant à l'échec la mobilisation collective, ça accrédite l'idée selon laquelle la seule alternative, ce serait l'extrême droite, et que la mobilisation collective ne servirait à rien. Donc, c'est particulièrement grave. Et d'ailleurs, moi j'ai eu l'occasion de lui dire, Emmanuel Macron envoie de façon de plus en plus systématique les syndicalistes devant les tribunaux. Lui, il aura à répondre devant le tribunal, celui de l'histoire. Parce qu'il aura à justifier le fait d'être le président de la République qui a été élu pour faire barrage à l'extrême droite, parce qu'il a été élu dans un deuxième tour face à l'extrême droite, avec beaucoup d'électeurs de gauche qui ont voté pour lui pour empêcher le passage de l'extrême droite, et avec la CGT qui a toujours été très claire sur le fait que Emmanuel Macron, on le combat, mais qu'il n'est pas de même nature, il y a une différence de nature entre l'extrême droite et tout autre parti républicain. Donc on a, nous, contribué à son élection, et derrière, élu pour faire barrage à l'extrême droite, en fait, il fait un marchepied en la faisant progresser de jour en jour. Et peut-être la dernière raison pour laquelle nous n'avons pas gagné dans ce contexte de néolibéralisme, c'est qu'on a réussi à avoir des mobilisations extrêmement massives, à gagner la bataille de l'opinion à plat de couture, c'était difficile de faire mieux, à gagner la bataille de la rue avec des manifestations massives. On a eu des grèves, les 14 jours de manifestation, mais on n'a pas réussi à faire basculer le pays en grève reconductible.
Macron, déjà constitutionnellement, ne peut pas être réélu, donc il ne sera pas un nouveau candidat, et puis il sait qu'il va être recasé par ses amis les patrons, donc finalement, le fait de perdre l'opinion, ça lui importe peu. Et donc, l'enjeu, c'est le rapport de force économique, et donc la capacité de grève, et donc la question qui nous est posée, nous, syndicalistes français, la CGT, elle a appelé à la grève reconductible. On l'a construite dans un certain nombre de secteurs, là où on est les plus implantés, dans l'énergie, le secteur du nettoyage, le secteur des transports, etc. Mais on n'a pas réussi à l'étendre parce que le taux de syndicalisation est trop faible. Et donc ça, c'est clairement le chantier qui est devant nous, de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de syndicats dans les entreprises. Il y a 40% des salariés du privé qui n'ont pas de syndicat dans leur entreprise, et de faire en sorte que le taux de syndicalisation soit beaucoup plus élevé, parce que pour lancer une grève reconductible, évidemment, il ne faut pas être seul, il faut être nombreux à être syndiqués. Pour finir sur le bilan de la mobilisation retraite, quand même, en fait, c'est imposé grâce à ces artifices constitutionnels, mais c'est ce qu'on appelle une victoire, la Pyrrhus. Pyrrhus, normalement, ça devrait parler à notre président de la République, puisqu'il a quand même le culot de se comparer à Jupiter. Donc voilà. Donc c'est a priori dans ses corps l'histoire romaine, qui ferait bien de réviser. Pyrrhus, c'était un roi à l'époque romaine qui était assez belliqueux et qui essayait de gagner contre Rome, et qui a mené une ou deux batailles victorieuses contre Rome, sauf que Rome était quand même Rome, et il a eu des pertes humaines énormes. Et donc le résultat, c'est que malgré ses victoires militaires, il n'a jamais réussi à vaincre Rome, qui est devenu ce qu'on connaît, parce qu'il y avait trop de pertes. Et donc là, au final, Emmanuel Macron sort de ce bras de fer considérablement affaibli. Il en sort juste seul. Il n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale, il est détesté dans le pays, avec un niveau de défiance inédit, au point qu'il n'est même plus capable d'aller inaugurer le mondial de rugby sans se faire huer par un stade entier, ce qui s'est fait huer par 80 000 supporters qui n'avaient pas tous leur carte à la CGT, loin de là. Il a face à lui des organisations syndicales qui sont toujours unies et qui entendent bien le rester. Donc, on est plutôt à un 0-0 là sur le match, avec une balle qui est quand même beaucoup dans le camp des organisations syndicales. Et donc, pour nous, là sur les perspectives de rentrée, nous savons que dans le contexte compliqué dans lequel est le pays, puisque il y a la CGT a fait hier sa conférence de presse de rentrée, et donc on a lancé une triple alerte. La première, c'est une alerte économique et sociale, avec un problème de coût de la vie que vous rencontrez également, mais peut-être en moins marqué qu'en France, puisque en France, les salaires décrochent complètement de l'augmentation des prix. Et donc l'argument du capital, c'est de dire il ne faut pas augmenter les salaires parce que ça va faire augmenter les prix, avec un truc complètement chimérique qui s'appelle la boucle prix-salaire. Ça n'existe pas, mais c'est ce qu'il nous explique. Mais par contre, en France, ce qu'on a bel et bien, c'est la boucle prix-profit, avec des prix qui explosent. Pourquoi? Parce que les profits explosent pour continuer à augmenter les dividendes. La France est championne d'Europe et quasiment championne du monde en matière de dividendes, et on est maintenant, c'est assez peu connu en fait par rapport à notre réputation, on est maintenant le paradis des milliardaires, parce que l'homme le plus riche du monde est français. Il s'appelle Bernard Arnault, et c'est d'ailleurs le meilleur ami du président de la République. Et donc cette boucle prix-salaire, évidemment, elle emmène un pouvoir de déclassement, de tassement salarial, d'absence de déroulé de salaire. Et puis, il y a de plus en plus de Françaises et de Français et de salariés qui, malgré leur travail, n'arrivent même plus à remplir leur frigo. C'est maintenant un tiers des Françaises et des Français qui disent ne plus manger 3 repas par jour. La consommation alimentaire a baissé de 10%. En France, 6e puissance mondiale. Donc la situation, elle est grave. Du coup, elle génère des problèmes économiques, puisque qui dit baisse des salaires dit baisse de la consommation. Et donc, on a une inquiétude sur l'avenir, la situation économique en France, avec en plus une augmentation des prix de l'énergie qui fait qu'il y a un certain nombre d'entreprises industrielles qui sont en difficulté. Donc ça, c'est lié à la privatisation de l'énergie que, heureusement, en Suisse, vous n'avez pas. Et donc, il faudra vraiment se battre si jamais ça revient chez vous, parce que c'est une catastrophe. Et puis, c'est lié aussi à l'augmentation des taux, la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, qui fait qu'il y a une crise du logement en cours en France, puisque les gens ne peuvent plus acheter des logements, puisque les banques prêtent pour toujours plus cher de l'argent. Et donc, donc, une alerte économique et sociale. Deuxième alerte, c'est une alerte environnementale, parce que
la question environnementale n'en est pas une, ça n'est pas un problème. Et donc on attend toujours, il n'y a toujours aucune réponse sur la situation environnementale, aucune planification environnementale, aucune perspective de transformation de notre outil industriel, etc. Et puis enfin, une alerte démocratique. Donc j'ai parlé du niveau du Rassemblement national et puis de l'atteinte grave aux libertés qui est en cours en France et qui est très grave évidemment pour les habitants de la France, mais aussi au plan international. Parce que la France, enfin, vous le direz mieux que moi, mais au plan international, l'image de la France, la crédibilité de la France, elle est aussi liée au fait d'être le pays des droits humains et des droits sociaux. Quelle est notre crédibilité face aux dictatures dans le monde, face aux nouveaux régimes autoritaires, que ce soit la Turquie, la Russie, le Brésil avant que Lula repasse, ou les États-Unis de Donald Trump à l'époque, mais ça peut revenir. Quelle est notre crédibilité si, en France, comme c'est le cas aujourd'hui, les droits humains sont piétinés, avec des syndicalistes qui sont convoqués au commissariat, qui sont licenciés et qui sont condamnés. Et donc, les pays autoritaires le savent très bien, et c'est ça qui contribue à la décrédibilisation de la France. Aussi, en Afrique, vous avez peut-être suivi quand même les humiliations que subit la France au Niger, au Burkina et dans toute l'ancienne Afrique francophone, qui rejette la France-Afrique à raison. Mais il faut faire attention à ne pas jeter un impérialisme pour en prendre un autre, à savoir l'impérialisme russe ou l'impérialisme chinois. Mais en attendant, le problème, c'est que la France n'a aucune crédibilité face aux Russes ou aux Chinois, d'un point de vue démocratique, au vu de ce qu'elle fait en France. Et c'est très grave parce que nos institutions internationales, que vous connaissez bien ici parce que vous les hébergez, l'OIT par exemple, l'Organisation internationale du travail, qui est une victoire du monde du travail suite à la boucherie de la Première Guerre mondiale, ces institutions internationales, elles sont fragilisées par la montée des autoritarismes. On a eu, à la dernière session de l'OIT en juin, avec Pierre-Yves, on a été témoin de l'attaque des régimes autoritaires, notamment de la Russie et d'un certain nombre de régimes qui défendaient le Bélarus, par exemple, qui a des pratiques dont tous les syndicalistes sont en prison, etc. Et donc, qui ne veulent plus participer au budget de l'OIT et veulent torpiller l'OIT. Donc, nos institutions internationales, elles sont en danger. Et nos démocraties ne sont plus crédibles pour les défendre si chez elles font tout l'inverse de ce qu'elles disent à l'étranger. Quelle est notre stratégie face à ça? Eh bien, la première grande... Pourquoi je disais victoire à la Pyrrhus? Parce qu'en fait, avec cette mobilisation, nous, on a beaucoup gagné. La première chose qu'on a gagnée, c'est l'unité syndicale. Vous savez que le paysage syndical français, contrairement au vôtre, il est beaucoup plus morcelé, avec 8 organisations syndicales en France, qui sont plus souvent désunies qu'elles ne sont rassemblées. On a mené toute cette mobilisation en étant unis main dans la main du début à la fin, et là, on a réussi à maintenir cette unité, et nous appelons à une nouvelle journée d'action le 13 octobre prochain sur justement la question des salaires et de l'égalité salariale femmes-hommes. Et c'est grâce à cet appel que nous avons gagné d'avoir une conférence sociale sur les salaires qui aura lieu au lendemain de notre journée d'action en plus. Et en soi, c'est déjà une victoire, parce que jusque-là, le mot salaire avait disparu du vocabulaire du gouvernement et du patronat. Ils voulaient bien parler prix, pouvoir d'achat, prime, etc. Mais le salaire, non, ça c'est pas dans le vocabulaire de la Startup Nation, ça n'allait pas. Donc, nous appelons à une grande journée de grève et de manifestation le 13 octobre prochain pour l'augmentation des salaires, l'égalité femmes-hommes et la lutte contre l'austérité. Ça s'inscrit dans une dynamique syndicale européenne parce que c'est une journée qu'on a travaillée au niveau de la Confédération européenne des syndicats. Il y a de nombreux syndicalistes européens qui seront présents à Paris. J'espère que Pierre-Yves sera là d'ailleurs. Donc regarde si tu es bien disponible le 13 octobre. Tu es attendu en tout cas. Et donc cette journée, le but c'est d'arracher des augmentations de salaire. Le but c'est de mettre en échec le gouvernement français et de lancer la mobilisation au plan européen contre l'austérité et pour la défense de nos services publics. Et puis le but, c'est aussi de peser sur les grandes négociations qui sont ouvertes en France actuellement sur notre protection sociale, à savoir le chômage et les retraites complémentaires, sur lesquelles le gouvernement essaye de reprendre la main, ou il essaye de voler l'argent des travailleuses et des travailleurs, puisqu'il veut récupérer l'argent de notre protection sociale qui est issu de nos cotisations pour mener ses politiques et surtout continuer sa politique de cadeaux fiscaux aux entreprises. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on est le paradis des multinationales. On a beaucoup plus de multinationales que chez vous. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui interviennent chez vous.
Mais en fait, toutes ces multinationales, elles sont complètement biberonnées aux aides publiques, c'est une drogue à accoutumance. Et c'est un tiers du budget français qui est consacré à des aides publiques et qui sont captées notamment par les plus grandes entreprises. Et donc derrière, ça veut dire plus d'impôts pour les contribuables français et moins de services publics. C'est encore une marque du néolibéralisme où on met au service du capital l'État et les moyens publics. Donc le 13 octobre prochain, ça sera une grande journée de grève et de manifestation en France, partout en France. Et notre objectif, c'est d'arracher un maximum d'avancées concrètes à tous les niveaux pour montrer l'efficacité collective et donner confiance dans le syndicalisme. Pour conclure, moi, je voulais peut-être insister sur des points qui sont communs à nos organisations et qui sont un peu des enjeux d'avenir sur le syndicalisme. D'abord, j'en ai parlé, c'est évidemment la question démocratique qui devient une question centrale. Longtemps, en fait, la question démocratique, on l'a un peu laissée de côté en se disant « Ah, c'est la démocratie bourgeoise et nous, le mouvement ouvrier, c'est plutôt la lutte, la grève, la question démocratique, c'est un peu secondaire. » Mais en fait, maintenant, avec cette radicalisation et ce nouveau néolibéralisme, la question démocratique, elle est centrale. Et donc, on a besoin d'en faire une question centrale à tous les niveaux, au niveau évidemment de la société civile. Et donc, pour nous, ce qui se passe chez vous est très inspirant. Votre modèle de référendum, qui est quand même un outil de résistance face aux déréglementations et aux tentatives de recul. Mais il faut évidemment que cette démocratie, elle ne soit pas seulement dans la ville, mais qu'elle soit aussi au travail et dans l'entreprise. Et nous, ce qu'on observe, c'est que l'autoritarisme gouvernemental, il ruisselle à tous les niveaux dans les entreprises, avec un autoritarisme patronal de plus en plus important, où les salariés ont de moins en moins la capacité de dire leurs mots, dans un contexte où justement ça fait partie des nouvelles aspirations qui émergent après le Covid. On n'a plus envie de perdre sa vie à la gagner et on a envie d'interroger la finalité et le sens de notre travail dans un contexte où de plus en plus de salariés, notamment les jeunes, disent « Mais moi, je ne veux pas faire un travail qui tue la planète. Je veux que mon travail réponde aux besoins sociaux et environnementaux. » Et donc nous, en France, et je pense que c'est une tendance mondiale, on est confronté à un mouvement de bifurcation des plus grands diplômés de toutes les grandes écoles, notamment d'ingénieurs françaises, qui disent « Je n'irai pas travailler pour une multinationale, je préfère être maraîcher bio. » Bon, c'est un signal, et c'est un grand courage de leur part, et c'est un signal de lucidité fort, mais pour nous, syndicalistes, on ne peut pas s'en résoudre à ça. Parce que ça veut dire en fait que l'alternative, c'est se soumettre ou se démettre, c'est quand je rentre dans une entreprise, je n'ai plus mon mot à dire sur le sens et la finalité de mon travail. Et puis quand même, franchement, au vu des enjeux auxquels on est confronté, notamment l'enjeu environnemental, des qualifications, on en a besoin. On a besoin d'avoir tous ces hauts diplômés qui travaillent pour nous aider à trouver des solutions à toutes les problématiques sociales et environnementales qui sont posées. Et donc, il y a besoin que, syndicalement, on fasse de la bataille sur le sens, la finalité du travail et la démocratie au travail, une bataille centrale pour montrer que le lien de subordination, c'est pas un lien de subordination absolu. C'est pas parce que j'ai un lien de subordination que je peux pas dire mon mot sur le contenu de mon travail. Et donc là-dessus, on a quelques projets et expériences qui sont, je pense, vraiment d'avenir. Notamment, on a les ingénieurs de Thales. Donc, Thales, c'est une grande entreprise française spécialisée dans l'armement qui, avec le syndicat CGT de Thales, ont construit un projet à partir de leurs compétences et des technologies qu'ils développent, qui sont des technologies donc, pour l'armement. En fait, ils ont construit un projet d'imagerie médicale. Donc c'est juste génial en fait. On est dans une entreprise d'armement, on est ingénieur et on produit des engins de guerre, et avec le savoir-faire, avec ces mêmes outils de production, on est capable de construire un projet d'imagerie médicale qui répond aux besoins de la société française et européenne, parce que toute l'imagerie médicale, en fait, elle est importée des États-Unis, on n'a aucune souveraineté européenne sur le sujet, et qui permet de répondre aussi aux défis, parce qu'il y a beaucoup de défis technologiques avec l'intelligence artificielle, c'est des technologies qui progressent beaucoup, et sur lesquelles on a besoin d'investir technologiquement. Donc on a une série de projets de cette nature qui sont, je trouve, géniaux et qui montrent comment en fait on peut révolutionner les choses aussi par en bas à partir de notre travail. Mais le problème, c'est qu'en France, et j'ai cru comprendre en Suisse, c'était un peu la même chose, on a très peu de droits d'intervention sur les stratégies d'entreprise. On est en
fait sur des strapontins en fait. On est les passagers clandestins et donc ces projets qui sont géniaux, qui tiennent la route en plus économiquement, ça fait 10 ans celui-là qu'on le porte en France. Là on commence à voir la lumière du tunnel et je pense que d'ici la fin de l'année on aura une bonne nouvelle sur ce projet, mais que d'énergie. En fait il faudrait systématiquement qu'on ait des droits d'intervention, de suspension aussi sur les aides publiques et les projets néfastes des entreprises et des droits d'inscription sur nos projets et qu'on puisse reprendre la main sur l'innovation. Aujourd'hui, les innovations qui sont développées, c'est des innovations qui sont intéressantes pour le capital, qui permettent de générer du cash. Par exemple, la 5G, elle est développée parce qu'elle intéresse le capital. Par contre, est-ce qu'elle est utile d'un point de vue social ou environnemental? Pour l'interrogation. Elle peut l'être, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas pour ça qu'elle est développée. Et le problème, c'est qu'il y a plein de technologies d'innovation qui auraient une utilité sociale et environnementale qui ne seront jamais développées parce qu'il n'y a jamais une banque qui voudra prêter de l'argent pour ce type de projet parce que ça ne dégage pas de taux de rentabilité à 2 chiffres pour le capital. Or, face aux défis auxquels on est confronté, il faut qu'on reprenne la main collectivement sur l'innovation et qu'on puisse remettre collectivement tous nos cerveaux, tous nos savoir-faire. L'humanité, elle n'a jamais été aussi intelligente, on va dire, collectivement et en capacité de faire des choses incroyables. Le problème, c'est qu'on a perdu complètement la main sur la finalité de ces innovations, donc il faut qu'on reprenne la main là-dessus. Donc, premier chantier, la question démocratique. Deuxième chantier, la question environnementale, où, en fait, moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est que cette montée de l'extrême droite qu'on voit en France et qu'on voit en Europe et partout dans le monde, parce qu'il y a une situation assez convergente et un contexte mondial. Dans ce contexte mondial, la question environnementale, elle joue un rôle important. Pourquoi? Parce que l'inaction climatique et la question environnementale, elle exacerbe la violence des rapports de classe. Plus on met longtemps à intervenir sur la question environnementale, plus les conséquences du dérèglement climatique sont violentes, notamment pour les populations les plus pauvres. Il suffit de regarder la question des migrants. Aujourd'hui, l'Europe est en panique alors qu'il y a 4000 migrants à Lampedusa et en plus suite à une catastrophe en Libye, enfin, c'est quand même honteux. Et donc on n'est pas capable à l'échelle de l'Europe d'accueillir 4000 personnes, c'est gravissime et il faut que ce soit le pape qui nous rappelle à notre humanité pour que ça arrive au cerveau. Enfin, voilà, je ne pensais pas un jour remercier le pape, mais c'est fait. Et donc ça n'est qu'un début en fait, parce que si on ne fait rien d'un point de vue environnemental, il y a une partie très importante de la planète qui sera inhabitable, et donc ça veut dire qu'il y aura des millions de réfugiés climatiques. Et le problème, c'est que cette inaction environnementale, elle nourrit des mises en opposition sur des conflits, sur l'utilisation de l'eau, l'utilisation de la terre, etc., qui alimentent des mises en opposition qui sont un vecteur d'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, ça alimente les peurs. Et donc c'est pour ça que pour nous syndicalistes, on sait que cette question environnementale, elle n'est pas facile à traiter pour nous syndicalistes, parce qu'il y a des contradictions, ça faut vraiment se le dire et être clair, il y a des contradictions entre le social et l'environnemental. Oui, la question environnementale, par exemple en France, ça nous pose un problème redoutable sur l'industrie automobile. Notre industrie automobile, elle a été construite pendant 50 ans sur la domination du diesel. Et puis globalement du thermique. Et oui, le diesel faut en sortir et le thermique, c'est quand même un problème sur les émissions des gaz à effet de serre. Et donc il faut répondre à cette question sociale et c'est pas évident pour le syndicalisme. Et donc nous, il faut qu'on se mette les mains dans le cambouis, dans le charbon, si on peut dire, qu'on aille au charbon justement pour trouver des solutions qui nous permettent de dépasser ces contradictions entre le social et l'environnemental. Mais je pense que le côté optimiste, c'est que là, par exemple, sur ce que je vous disais sur l'automobile et globalement sur la question de l'emploi, nous, la CGT, et je pense que vous avez des représentations un peu convergentes chez vous, ça fait des années qu'on défend une sécurité sociale professionnelle, et donc l'idée de dire les garanties collectives, elles doivent être liées non pas au contrat de travail qui est lié avec telle ou telle entreprise, mais au fait d'être un travailleur ou une travailleuse. Et donc, la sécurité sociale professionnelle, elle prend tout son sens d'un point de vue environnemental. Là, par exemple, sur la transition du secteur automobile, pour avoir la discussion tranquillement, il faut nous dire, nous garantissons l'emploi de toutes les travailleuses et travailleurs du secteur automobile. Pour celles et ceux où il y a besoin de changer le modèle productif, on les forme et on garantit leur emploi et on maintient leurs revenus jusqu'à ce qu'on ait transformé le modèle et qu'ils puissent travailler dans une usine de production de véhicules électriques, dans une usine de vélos, dans un autre secteur de la métallurgie ou autre. Et donc les solutions, on les a. Et puis l'autre facteur de confiance, c'est que
Les organisations syndicales contestent l'ordre établi depuis des années. On est très critique sur ce capitalisme qui, dans le même temps, exploite l'humain et la nature. Mais finalement, en fait, l'argument le plus pertinent pour dire que le système nous mène dans le mur, aujourd'hui, c'est l'argument environnemental. Parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, le fait de répondre à la crise environnementale, c'est un levier supplémentaire pour nous, pour dire pourquoi est-ce qu'il faut changer de modèle en profondeur. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir une planification environnementale et pas laisser les choses aux mains du marché? Pourquoi est-ce qu'il faut avoir des services publics et des investissements publics forts pour financer la transition environnementale et pas être dans des logiques d'austérité? Pourquoi est-ce qu'il faut sécuriser le travail et renforcer les protections collectives et notamment l'assurance chômage? Je pourrais continuer la liste, mais tout ça pour dire que c'était notamment Naomi Klein qui disait ça. Moi je trouve que c'est quelqu'un d'assez inspirant. Finalement la question environnementale, évidemment c'est un risque très très grave, de plus en plus concret, mais ça peut aussi être une chance et une opportunité pour nous, pour renforcer le rapport de force, pour changer de modèle, pour autant qu'on la prenne au niveau et qu'on croise avec la question sociale, et qu'on soit en capacité de dépasser les oppositions redoutables qui, si on ne prend pas le sujet, seront organisées par l'extrême droite. Et puis enfin, dernier chantier, c'est évidemment la place du syndicalisme. Nous, le conflit se termine avec, on a un peu de mal à, les chiffres ne sont pas hyper consolidés, mais on a environ 150 000 personnes qui ont fait le choix de se syndiquer depuis le mois de janvier dans toutes les organisations syndicales françaises. Donc CGT, on est autour de 50 000, CFDT aussi. Et donc, c'est quand même un élan intéressant. Ça fait entre 5 et 10% d'augmentation des effectifs des syndicats. Ça reste un début, hein, ça n'est pas suffisant parce qu'on est en France, et je pense vous aussi en Suisse, un petit peu dans un syndicalisme par procuration où les organisations syndicales ont une bonne cote de popularité, notamment nous, à l'issue de ce mouvement, on sort avec une énorme cote de popularité, mais où les gens ne se syndiquent pas. Et donc le premier message que nous passons, c'est il faut que toutes et tous on se syndique. Il faut que toutes et tous on se syndique parce que c'est le moyen de pouvoir tenir un rapport de force et de pouvoir gagner. S'il y avait plus de syndicalisation en France, on aurait gagné la mobilisation. Et il faut qu'on se syndique toutes et tous parce que c'est le moyen de reprendre le pouvoir à partir de notre travail et face à nos patrons. Et donc c'est ce chantier que nous livrons en France, et en plus on a une phase d'élection professionnelle actuellement, et on veut utiliser ces élections professionnelles pour en faire la bataille de l'implantation syndicale et renforcer notre implantation partout. Voilà, je ne vais pas faire plus long, et je voulais quand même... mon sac. On m'a volé mon sac. J'avais un petit sac rouge, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il est là. En fait, je sais, Pierre-Yves, que tu as devant toi des échéances très importantes. Et donc, je t'ai apporté un petit cadeau de France pour te permettre de... Voilà, parce que je sais que les travailleuses et travailleurs suisses peuvent compter sur toi et qu'ils savent déjà pouvoir compter sur toi. Donc, je t'ai apporté notre plus bel accessoire. Merci infiniment à Sophie pour les cadeaux, mais surtout pour ton extraordinaire synthèse de la situation en France et des enjeux qui nous concernent aussi. Moi, j'ai aussi prévu quelques petits cadeaux, mais je les donnerai peut-être à la fin. Ils sont moins originaux, disons. Enfin, je peux te les... Ils sont meilleurs, tu vois. Ah, il y aura du chocolat, évidemment. Voilà. Il y a du chocolat. Alors, attends, je vais le faire. Voilà. Du chocolat suisse. Tu nous as dit que tu aimais bien la randonnée, et puis comme on aimerait bien te revoir en Suisse, voilà un livre sur les randonnées possibles. Voilà. Et puis il y a encore un autre livre pour lequel je te ferai une petite dédicace après. Voilà. Alors, tu es d'accord de prendre quelques questions? Oui. Voilà, alors je vous propose de... Benoît va faire circuler le micro. Je vous invite peut-être juste à dire qui vous êtes, si ça ne vous dérange pas.
Et puis surtout poser des questions à Sophie, parce qu'il faut qu'on profite de sa présence pour qu'elle puisse apporter des compléments d'information ou des compléments d'arguments à ce qui nous intéresse sur la situation en France, plutôt que de longues professions de foi. Ce serait évidemment très souhaitable. Je propose de prendre une petite tournée de questions. Qui en aurait eu? Voilà, tout au fond, Benoît.